chers amis, bonsoir. Heureux de retrouver des visages que je connais et je dirais presque encore plus heureux de découvrir des visages que je ne connaissais pas. Bien, nous ouvrons donc ce soir la 11e session de Culture et Foi avec une conférence que va nous donner Jacques Le Goff. Jacques Le Goff est spécialiste du droit du travail. Il est universitaire, il enseignait à l'université de Bretagne occidentale, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais c'est aussi un praticien du droit du travail puisqu'il a exercé comme inspecteur du travail pendant une dizaine d'années ou plus, il vous le dira. Je l'ai sollicité à l'occasion de la réédition de son ouvrage, j'allais dire principal, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, parce qu'il a effectivement publié plusieurs ouvrages. Celui-ci était à l'origine le prolongement de sa thèse, et il a publié une nouvelle édition remaniée avec des ajouts qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a mis le dernier point à ce travail le 30 décembre et que le livre est paru au printemps dernier. Nous y reviendrons. Bref, ça a été le prétexte pour l'inviter ici. Et il va donc nous parler, dans ce contexte historique et sociologique du droit du travail, de ce qu'il a appelé lui-même du silence à la parole, et puis en sous-titre, on l'a même ajouté, et jusqu'au gilet jaune. Voilà. Jacques Le Goff, merci, vous avez la parole. Oui, merci Bernard. On va faire le petit réglage, d'accord. Bon, on peut rapprocher le pied carrément. Voilà. Pas trop près quand même. Voilà, très bien. Bon, parfait. Bonsoir, chers amis. On est content de nous retrouver ici, 2 ans après. Non, le volume est un peu court, un peu. Voilà, et vous pouvez mettre un peu de volume, peut-être? Non, c'est pas possible, ça faciliterait la vie, oui. Aïe, 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 il faut penser aux conditions de travail du conférencier. Quand même, l'ergonomie, c'est quelque chose. Voilà. Oui, je suis content. La dernière fois, j'avais évoqué la figure d'Emmanuel Mounier, qui m'importe beaucoup et qui sera d'une certaine façon présent ce soir dans mon propos, même si ça ne sera pas de manière nécessairement très explicite. Voilà, et donc vous indiquiez à l'instant que je me suis consacré à l'histoire du droit du travail pas mal de temps, puisque cet ouvrage qui vient de ressortir existe depuis 35 ans. J'ai commencé en 34 ans précisément, en 1985, il est sorti en 85, et depuis il s'est enrichi de strates nouvelles correspondant aux évolutions de ce droit qui est extrêmement sujet à évolutivité, pourrait-on dire, du fait de son statut extrêmement indexé sur les transformations sociales et les transformations de l'économie et les transformations technologiques, etc. Bref, c'est un droit qui est dans un rapport vif à la société. C'est ce qui a fait d'ailleurs mon intérêt, puisque quand je fais l'histoire du droit du travail, je ne le fais pas de façon technique, même si, bien sûr, j'intègre la dimension juridico-technique, mais je le fais comme l'histoire d'une révélation de la société, d'un langage de la société sur elle-même, et le droit est une façon pour la société de se dire dans sa vérité évolutive. Alors, j'ai retenu pour titre du silence à la parole, ce qui était d'ailleurs initialement un sous-titre. Je l'avais intitulé Histoire du droit du travail, etc., sous-titre du silence à la parole, et c'est mon éditeur quimpérois à l'époque, Bernard Guillemot, qui avait créé les éditions Calligramme, qui m'a dit « Oh, ce sous-titre ferait bien, je pense,
Et je voudrais m'expliquer de ce choix qui s'est imposé à moi un peu avec la force de l'évidence. Pour des raisons qui étaient à la fois de circonstances et de fond. Les raisons de circonstances, c'était ce qui a déclenché en somme la mise en œuvre de cette recherche, c'est-à-dire l'adoption des lois Auroux, les lois de Jean Auroux qui constituent un ensemble très important, inauguré par ce document, le rapport Auroux, le fameux rapport Auroux que vous voyez dans sa version originale et encore redéotypée, j'avais réussi à l'obtenir non sans peine, intitulé « Les droits des travailleurs ». Et donc, ce document que je lis au mois de septembre 81, quand il sort, m'impressionne beaucoup. Parce que j'ai l'intuition que quelque chose de très profond est en train de changer dans le droit du travail. Et en particulier du point de vue de la démocratie sociale. On va vers une nouvelle étape de la démocratie sociale avec renforcement des droits collectifs, mais aussi reconnaissance, et pour la première fois, dans la fameuse loi du 4 août qui inaugure ce qu'on a appelé le carré d'as des lois Auroux, puisqu'il y a eu 4 lois en réalité, dans cette loi du 4 août, on reconnaît pour la première fois le droit à l'expression individuelle. Alors, le texte ne parle pas d'expression individuelle. Le texte, précisément, parle d'un droit d'expression directe et collective. Directe et collective. Donc, on est un peu loin de l'individuel. En réalité, cette expression était une manière de compromis de Jean Auroux et de celle qui a tenu la plume de ce rapport, c'est-à-dire sa directrice de cabinet, c'est-à-dire Martine Aubry. Eh bien, énoncer ce droit de caractère d'expression directe et collective d'une manière de compromis avec les syndicats. Les syndicats qui ne voulaient absolument pas d'individualisation du statut des travailleurs. Ils disaient, si on reconnaît le droit individuel à l'expression ou à l'expression individuelle, eh bien, c'en est fini de nous, c'en est fini des organisations collectives, en quoi d'ailleurs il ne se trompait pas totalement, il est certain que c'est un droit qui a détérioré un peu plus la situation des organisations syndicales. Et donc, face à ça, je me pose une question, mais au fond, je suis inspecteur du travail depuis 2 ans, comment ce dispositif qui s'annonce, les lois viendront en 82, comment ce dispositif s'inscrit-il dans la durée? Quelle est sa place dans la logique d'évolution du droit du travail? Et je vais regarder un peu ce qui s'est fait sur l'histoire du droit du travail pour m'apercevoir finalement que, curieusement, il n'y a pas d'histoire de ce droit. Mais à l'époque, à vrai dire, il y avait peu de droits à avoir fait l'objet d'une étude historique vraiment systématique. Et voilà, et je décide simplement de m'y mettre et de tenter de rapporter en somme ce qui est en train de naître à ce qui a précédé et qui manifeste indubitablement un progrès de la parole salariée, de la parole ouvrière. Ça, c'est donc la raison de circonstance qui a provoqué la recherche. Il y avait évidemment des raisons de fond qui vont m'amener à choisir la parole comme un test, en somme, de ces évolutions. Et ceci parce que, assez vite, la parole m'apparaît comme un révélateur anthropologique du statut du travailleur. C'est une sorte de révélateur de l'accès du travailleur à une certaine forme de plénitude, d'humanité,
une certaine forme de plénitude, d'humanitude, pourrait-on dire, pour reprendre une expression qui a été forgée, son nom va m'échapper à la seconde, c'est pas grave, je vous le redonnerai tout à l'heure, un scientifique tout à fait important et sympathique de surcroît. On peut dire que là où il y a parole, il n'y a pas, après on parlait d'hommerie, vous savez, comme le disait François de Sales, puisque nous sommes dans une église, on peut le citer, il n'y a pas hommerie, mais il y a humanitude, c'est-à-dire confirmation et révélation de cette caractéristique de l'homme, de l'humain, comme seul être doué de la parole, précisément. Et on peut dire que c'est la manifestation, cette parole est la manifestation de sa capacité créative d'échange, d'expression, d'échange. Et ici, on pourrait s'arrêter, je les cite au passage, là, les travaux de Leroy-Gourhan, André Leroy-Gourhan, qui est cet anthropologue qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'humanité, précisément, dans son livre en particulier Le geste et la parole, où il montre bien que précisément la parole, dans sa dimension symbolique, c'est le révélateur de l'accès à l'humanité, de son arrachement au règne animal. Donc, la parole est un révélateur de la prise en considération, de la reconnaissance de la personne dans son intégrité, dans son intégralité statutaire, pourrait-on dire, d'être libre, et à travers lequel, ce statut, à travers lequel elle s'affirme comme telle. On pourrait dire, je parle, donc je suis. Voilà ce qui m'a intéressé dans ce choix donc de la parole comme fil directeur de cette recherche avec passage d'une situation caractérisée, je vais y revenir, du silence. On peut dire le silence complet, le silence compact, le silence presque absolu des fabriques, des manufactures, comme on dit, bientôt des usines du XIXe siècle. Passage de ce statut, de cette situation à une autre situation, progressivement et officiellement, parce que dans la pratique, évidemment, on parlait, ça parlait, pourrait-on dire, mais le droit n'en parlait pas. Progressivement, le droit du travail va enregistrer cette exigence de parole et la mettre en forme. Et alors, ce statut cette place de la parole dans le droit est confirmé par, d'emblée, un certain nombre de grands textes, à commencer, bien sûr, par la déclaration de 1789, la déclaration du 21 août, dans son article 11, qui consacre la libre communication des pensées et des opinions, en précisant tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf évidemment à sortir des clous et à se donner, entre autres, dans l'injure, etc., etc. Donc, la déclaration des droits est une façon de le confirmer, et tout près de nous, cette centralité de la parole vient d'être réaffirmée, en effet, vous l'avez indiqué, Bernard, tout à l'heure, par le mouvement des Gilets jaunes. Indubitablement, quand on regarde ce mouvement, dans le premier aspect, la première dimension qui frappe le plus évidemment, c'est l'explosion de paroles. De paroles parfois incoatives, débridées, violentes peut-être, mais l'explosion de paroles. Et si on a choisi, les Gilets jaunes ont choisi les carrefours, les ronds-points, c'est pas par hasard en effet. C'est une façon bien sûr de contrôler les circulations, mais c'est une façon aussi de symboliser ces lieux où les idées, les propos, les paroles se rencontrent, se croisent et se recroisent, et où quelque chose peut advenir
qui est finalement, d'une certaine façon, le symbole même de la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Sinon, ce croisement infini des paroles pour approcher ensemble, au plus près, la vérité de la situation d'un pays ou d'une contrée plus importante comme l'Europe, ou bien plus petite comme une commune, par exemple. Donc, le mouvement des Gilets jaunes a confirmé cette fonction anthropologique, en somme, de la parole libre comme révélatrice de l'exigence d'humanité. Il y a une demande chez les Gilets jaunes, une demande formidable de reconnaissance. Ça, c'était vraiment la base. Nous sommes des invisibles, nous sommes des inaudibles, nous sommes des laissés pour compte, nous sommes maltraités par les politiques, etc. Eh bien, nous allons affirmer notre identité et notre présence sur la scène sociale et politique. Cette demande de reconnaissance était absolument formidable. Je lisais ces jours-ci un bouquin qui vient de paraître, un autre, sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est un bouquin de Jean Viard intitulé « L'implosion démocratique ». Et Jean Viard, dans un échange avec mon collègue Dominique Rousseau, qui a beaucoup travaillé sur la métamorphose de la démocratie aujourd'hui, avec cette exigence très forte de démocratie directe, qui est d'ailleurs assez souvent plus une exigence d'ailleurs qu'un engagement consenti de faire fonctionner cette démocratie directe. C'est bien joli de vouloir la démocratie, mais c'est un métier, et c'est un métier très astreignant. Et par conséquent, beaucoup d'expériences ont démontré que, hélas, très vite, on se lasse de la pratique, en somme, démocratique, la pratique de l'échange, de la discussion, etc. Ça présente des contraintes assez fortes, mais le principe est très bon, et c'est pour nous l'occasion d'un véritable renouveau de l'esprit et du mode de fonctionnement de notre démocratie. Et voici ce que dit Dominique Rousseau, qui est donc l'un des partisans de ce qu'il nomme la démocratie continue. Une démocratie continue. Faire en sorte tout simplement que les citoyens ne soient pas mobilisés aux urnes tous les 4 ans, tous les 5 ans, et puis ensuite on les oublie totalement. Faire en sorte qu'ils soient effectivement présents dans la délibération démocratique en conjonction avec les représentants. Et alors, il écrit ceci, on assiste, dit-il, à une redécouverte de la citoyenneté. C'est bien ça, l'exigence de citoyenneté, c'est l'exigence de présence et de reconnaissance en tant que citoyen à part entière. Comment la retrouve-t-il? Eh bien, en délibérant sur les ronds-points, pas en votant. Alors évidemment, on peut dire, il faut faire un référendum, mais ce n'est pas vraiment ce qu'ils veulent, encore que. Ils demandent à discuter, ils demandent qu'on reconnaisse leurs paroles, c'est-à-dire qu'on remette en cause cette forme hyper représentative de notre démocratie qui repose sur le principe, etc., de 1789, c'est-à-dire le principe de la démocratie représentative. Et donc, qui a tout absorbé au détriment de l'expression vive de la société comme telle. En oubliant que la société, c'est en somme l'instituant de la démocratie. C'est la base. La société, la nation, la société dans sa version politique, en somme, c'est vraiment la base. Et on peut la comparer, si vous voulez, à un volcan, à la lave d'un volcan, qui ne demande qu'à jaillir pour entretenir, pour partager et organiser son énergie, son énergétique, ce qui se fait alors dans les institutions qui sont de l'ordre de l'institué, au-dessus. Toute la difficulté étant de parvenir à canaliser cette énergie qui peut devenir dévastatrice, confère les scènes de révolte, d'insurrection,
réflexion dans les rues de Paris et ailleurs, ça peut partir dans tous les sens, mais l'objectif est de réussir à trouver la bonne température, pourrait-on dire, de croisière entre l'instituant, qui est encore une fois la source énergétique, et l'institué, qui est toujours menacé d'un refroidissement assez préoccupant. Voilà, refroidissement au sens où il oublie ce qui justifie sa présence, il oublie donc sa légitimité. Et puis à ces raisons de fond, et pour conclure cette introduction, à ces raisons de fond, j'ajouterai un motif plus proprement religieux, puisque le thème de la parole est en effet, pour nous chrétiens, un thème tout à fait central. On n'oublie pas le début du prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, était la parole, et une parole formidablement fondatrice dans l'Évangile, une parole formidablement, comment dirais-je, énergétisante de notre vie d'Église et de notre vie spirituelle. Donc la place de la parole est tout à fait centrale, et les chrétiens sont toujours très sensibles, les chrétiens, on pourrait dire les judéo-chrétiens, sont très sensibles à cette thématique. Voilà, chers amis, et cela dit, je voulais m'expliquer quand même de ce choix de la thématique, en somme, de la parole. Je voudrais vous expliquer, essayer de montrer en quoi elle permet de penser à la fois le passé et le présent, particulièrement de l'évolution du monde du travail, puisque c'est celui-là que je connais le moins mal. Et je partirai, comme je le disais tout à l'heure, de la période originaire, en somme, du droit du travail, dont on peut situer la naissance, disons, globalement dans les années 1830-1840. Une convention. Alors j'ai un débat avec des collègues historiens qui me disent non, c'est pas là, c'est avant, c'était la Révolution française que se met en place un droit du travail. Oui, mais alors c'est un droit du travail qu'on peut faire remonter à la limite à l'Empire romain, ou bien à l'Égypte aussi, il y avait déjà des bribes de droit du travail. Mais dans sa version moderne, je crois qu'il apparaît globalement dans cette période, et 1840, c'est en particulier le premier grand texte qui réglemente le travail des enfants. Première loi sur le travail des enfants, vous savez, suite au rapport du bon docteur Villermé, qui est allé faire une enquête pour l'Académie des sciences morales et politiques. Il est allé faire une enquête dans les manufactures du Nord et de l'Est. Il en revient absolument épouvanté. Il dit, je n'imaginais pas le malheur de ce monde du travail, à la fois dans le travail, mais aussi dans leurs conditions de vie hors travail, les conditions de logement, dans les caves, à Lille, etc. Il dit, c'est épouvantable, il faut faire quelque chose. Et son émotion est assez vite partagée, puisque se met en place, en route, un projet de loi qui donnera la loi du 22 mars 1840 sur le travail des enfants. Ce qui frappe dans le droit du travail, dans cette première période qui va donc des années 1830, disons, jusqu'aux années 1880, c'est qu'à aucun moment ne se pose la question du statut du travailleur, de la travailleuse et des enfants qui sont encore en activité en termes humains. Ils ne sont connus par le droit que comme des corps. Le droit du travail ne sera dans cette période qu'un droit de protection des corps. Et pas n'importe quel corps, c'est le corps de la femme d'abord, c'est-à-dire le corps fécond. On lit dans les textes, de maintes reprises, l'antienne, il faut éviter que ne naissent des femmes travailleuses, exténuées par le travail, des
génération dégénérée et abadardie. Abadardie pour l'armée, pour les armées, n'oublions pas quand même qu'à l'époque c'est central, et pour l'industrie, bien entendu. Et donc, on va protéger le corps des femmes en mettant en place assez vite une réglementation de la durée du travail. Mais il faudra quand même attendre 1874. C'est quand même un peu plus tard. Et enfin, l'idée, il est en train de faire son chemin. Et on protège qui aussi, bien sûr, les enfants. Pour la même raison. Il faut éviter que les enfants ne soient détruits littéralement par le travail industriel et donc aménager des conditions minimales d'accès à l'âge adulte, c'est-à-dire la pleine maturité, c'est-à-dire capable de renouveler les troupes et d'entretenir la manœuvre industrielle. Donc, c'est un droit des corps privé de parole, dans des espaces qui vont, dans cette période, s'instituer comme des espaces de plus en plus fermés. Ce qui est très frappant quand j'ai fait cette évolution de la place des lieux de travail, des lieux de production dans la société, ce qui m'a frappé, c'est de constater que autrefois, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe, début XIXe, l'atelier, qui est la forme dominante de travail, est largement ouvert sur la société. On y entre, on en sort, on discute, etc. L'atelier, c'est presque un espace public, c'est donc en tout cas un espace social. Eh bien, à partir de ces années 1830-1840, l'usine va devenir un espace clos. Elle se ferme sur elle-même et on érige d'ailleurs des murs de pierre, qu'on voit encore dans de grandes usines, des murs de pierre pour bien marquer la séparation, et des murs juridiques. Et le mur juridique, ce sera le règlement d'atelier. Et le règlement d'atelier va, j'en ai consulté bon nombre, le règlement d'atelier va se montrer absolument obsédé par le souci d'entraver toute forme d'expression, toute forme de manifestation des opinions dans son espace. Globalement, il s'agit de faire comprendre aux travailleurs que le comportement qu'ils ont dehors, ils ne peuvent plus l'avoir dedans. Autrement dit, ça relève d'une sorte de pédagogie de la conversion des masses paysannes qui sont un peu fantasques, qui ont un rapport à l'heure qui est très impressionniste. Il s'agit de les convertir à la rigueur de la société industrielle. Vous entrez ici, vous avez franchi le portail de l'usine, eh bien c'est fini, vous devez vous consacrer entièrement à votre travail. Il est interdit, alors répète les règlements, il est interdit de parler, de chanter, de rire, interdit de se cirer les chaussures, interdit de se baigner, vous voyez, de manière presque obsessionnelle pour bien faire comprendre que là, dans ce lieu nouveau, qu'est l'espace industriel, eh bien vous devez être absolument voué à votre tâche, comme corps, un point, c'est tout. Voilà. Donc c'est assez tragique. Et bien sûr, le monde du travail va protester contre cet asservissement assez puissamment. Et j'observe que parmi les premiers à protester aussi là contre figurent ces patrons très chrétiens qui vont pratiquer ce qu'on nommera à l'époque le patronage, qu'on nommera plus tard le paternalisme. Le patronage, c'est-à-dire, ils mettront en œuvre une stratégie sociale, de gestion sociale, on dirait aujourd'hui de management social. Ils sont les inventeurs du management social pour séduire leurs salariés et obtenir d'eux un peu plus de stabilité. Parce qu'il faut bien avoir en tête que ces salariés qui venaient travailler dans les usines, eh bien, la quittaient dès que venait le temps des semailles et dès que venait le temps des moissons, ils venaient pas travailler.
paternalistes vont s'efforcer de leur donner des conditions de vie aussi satisfaisantes et idéales que possible. En partant de cette idée qui va se révéler proprement révolutionnaire chez des gens qui sont assez fondamentalement des conservateurs, sinon des réactionnaires, je pense à des gens comme Léon Harmel, par exemple, dans sa filature près de Reims, en partant de l'idée qu'ils sont responsables de leurs salariés. Et responsables de leurs salariés, non seulement du corps des salariés, mais de leur personne, dirait-on. Et donc, ils vont tout faire pour éviter, un, les accidents, deux, pour promouvoir un épanouissement des autres dimensions de leur personne, et en particulier les dimensions, bien sûr, intellectuelles, avec la création d'écoles dans les cités ouvrières, et même les dimensions artistiques, avec la création de théâtre, etc., etc. Bref, on va, pour la première fois, de façon significative, le patronat se représente le salarié comme un être, et presque, pourrait-on dire, comme un citoyen à part entière, à ceci près que, oui, mais je vois que vous opinez, et vous avez raison, c'est ce que j'allais dire, parce que ceci va se payer pour les salariés d'une subordination très renforcée au patronat, et en particulier d'une mise en conformité de leur pensée avec les convictions patronales. Et c'est à quoi répond d'ailleurs d'une certaine façon la cité ouvrière, qui vise à exercer un contrôle non plus simplement sur l'activité du salarié dans le travail, mais même en dehors du travail, dans la cité, etc. Et par conséquent, les préserver on disait à l'époque, des effets funestes, le terme est souvent employé, funeste, des effets funestes, eh bien, de l'esprit de résistance et de ce qu'on nommera par la suite, bien sûr, les syndicats. Donc, il y a là, en même temps, sous une forme qui est très contestable, mais il y a quelque chose d'éminemment révolutionnaire. J'ai fait un article là-dessus, en montrant que parmi les facteurs, je ne dis pas que ce soit le seul, le paternalisme, le patronage a eu son rôle dans l'émergence du droit du travail, qui reposera sur la prise en compte de la soumission, de la subordination, et ce qui deviendra le critère du contrat de travail. Le contrat de travail, qu'est-ce que c'est? C'est cela qui se reconnaît à la subordination de quelqu'un à quelqu'un d'autre dans l'activité de travail. Voilà. Et tout ça était absolument indispensable pour se donner les moyens de corriger le déséquilibre entre les parties. Vous savez qu'à l'époque, quand la Cour de cassation en 1905 décide, pour appliquer la loi sur les accidents du travail de 1898, décide que ce qui fait que quelqu'un pourra bénéficier de cette loi, ce qui fait le statut du salarié, c'est la subordination, c'est des hurlements dans le monde du travail, qui dit mais de quoi, pour qui nous prend-on? On veut donc nous remettre dans la situation des serfs d'autrefois vis-à-vis du Seigneur, dans une nouvelle classe industrielle. C'est inadmissible, insupportable. Et ils vont refuser. Ils vont contester le contrat de travail, et ils vont jusqu'à pratiquement jusqu'aux années 30, lorsque vont naître les assurances sociales. Et c'est la mise en regard du contrat comme subordination, caractérisée par la subordination, et des assurances sociales, c'est la mise en regard de ces deux éléments qui va aider à admettre, à diffuser le contrat et à le faire entrer dans les pratiques. Mais ça aurait été très difficile. A fortiori, le contrat a duré indéterminé. Je dis, mais c'est pas possible. Comment on va s'engager dans une relation à vie avec l'employeur? On n'imagine pas ça aujourd'hui quand on sait
la centralité du CDI qui concerne quand même aujourd'hui 87% des salariés, Dieu merci. Le travail précaire est important, mais il reste quand même très minoritaire. On n'imagine pas que ce CDI n'a pas un siècle. À l'échange de l'histoire, vous avouerez que c'est assez peu. Mais on met ainsi en place les conditions de ce qui va suivre, deuxième période, à partir des années 1880, jusque globalement dans les années 30, on peut dire jusqu'au Front populaire. Et là, ce qui va changer fondamentalement, c'est la prise en compte des nouvelles exigences ouvrières, sous la forme d'abord, bien sûr, de la coalition, du regroupement, et puis sous la forme aussi de la reconnaissance de nouveaux droits dans l'entreprise et en dehors. Alors le premier point est évidemment central, c'est la question de la reconnaissance de la parole ouvrière via les syndicats. La question avait été posée une première fois en 1864. 1864, c'est la reconnaissance, c'est l'abolition du délit de coalition. Donc, on revient sur les dispositions de la loi Le Chapelier, qui date de 1791. L'idée de Le Chapelier, bien dans l'idéologie de la Révolution française, très libérale, c'était de faire en sorte que le social soit très souple, très labile, comme on dit, très fluide, et qu'il n'y ait pas dedans, on dirait aujourd'hui, puisqu'on est en Bretagne et dans le pays des crêpes, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Or, toute forme de coalition constitue un grumeau, et donc risque de perturber le bon fonctionnement de l'ensemble. Interdiction des coalitions. Eh bien, en 1864, pour des raisons sur lesquelles vous pourrez insister, on décide d'y renoncer. C'est-à-dire qu'on abolit les articles 300, machin, etc. du Code pénal, et on reconnaît quelque chose qui ressemble au droit de grève. Le droit de grève, c'est déjà une forme d'expression, bien sûr. Forme d'expression et de rétablissement d'un minimum d'équilibre entre les parties, parce que le droit du travail ne fonctionne pas sans la physique des forces. S'il n'y a pas d'équilibre, très vite, ça s'enraye. Alors, en 1864, je n'entre pas dans les détails, mais on pourrait dire qu'on a aboli un délit. On n'a pas pour autant reconnu un droit, contrairement à ce qu'on dit. Ce n'est pas une reconnaissance d'un droit. Pourquoi ? Parce que jusqu'au début du XXe siècle, le fait de se mettre en grève avait pour conséquence automatique la rupture du contrat. Automatique. Donc, vous voyez, dans le champ droit, quand même, on fait mieux, avec plus de garanties. Et par conséquent, il faudra encore attendre assez longtemps pour que ça devienne véritablement un droit reconnu bientôt par la Constitution de 1946. Le deuxième moment, là, important, alors qui va vraiment vers la plénitude de reconnaissance de la parole collective ouvrière, c'est 1884. Mai 84, la loi Waldeck-Rousseau, qui reconnaît les associations professionnelles, qui reconnaît les associations. Ce qui veut dire qu'elles préexistaient. Et on sait bien que, évidemment, des mouvements de résistance étaient organisés. On parlait d'ailleurs de sociétés de résistance, des sociétés de secours mutuels, etc., qui s'étaient constituées spontanément et qui se déguisaient plus ou moins en sociétés d'aide, d'entraide, pour résister à la pression patronale. Eh bien, on reconnaît ces associations, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un texte qui n'est pas accueilli dans l'enthousiasme du monde du travail. C'est un texte qui est considéré purement et simplement comme un texte scélérat, une loi scélérate. Pourquoi ? Pour des raisons très diverses, mais la principale tient au fait que 1884, on n'est pas loin encore de l'épisode de la Commune 1871, avec le traumatisme qu'il a engendré. On se souvient de cela. Et vis-à-vis des républicains qui ont pris
la responsabilité du pouvoir depuis 1871, précisément la Troisième République. Vis-à-vis des républicains, le monde du travail est dans un rapport très suspicieux. Et comme la loi sur les syndicats oblige à déclarer les responsables du syndicat, le bureau du syndicat, le monde du travail dit on les voit venir. Vous jouez vraiment grossier, les amis. Vous voulez qu'on vous livre les têtes des responsables sur un plateau et puis vous allez les balancer, c'est cela. Donc, tout ça pour expliquer la méfiance qui va durer encore plusieurs décennies, bien que ce texte, finalement, passe progressivement dans les pratiques et enrichit le mouvement syndical. Alors, la reconnaissance des syndicats, bien sûr, temps fort, et dans le même temps, on commence à se poser la question de l'association des travailleurs à la gestion de l'entreprise. Et ça m'a beaucoup frappé de voir que dès les années 1880-1900, beaucoup d'idées sont avancées en ce sens, soit par des chefs d'entreprise qui expérimentent par exemple la participation aux bénéfices, l'intéressement, ce qu'on nomme aujourd'hui l'intéressement du Zapoto. Il est normal qu'une part des profits que nous dégageons reviennent à nos salariés. C'est juste. Et puis, ça peut être un facteur, bien sûr, d'efficacité de l'entreprise. C'est une bonne méthode de management pour encourager les salariés. Et puis, d'autres idées sont avancées du même acabit, y compris d'ailleurs des idées de promotion des sociétés coopératives, ouvrières, avec qui les employeurs pourraient contracter. On dirait, on n'est plus les salariés, on n'est plus plutôt vos patrons, mais vous êtes, d'une certaine façon, en tant qu'ouvrier, nos sous-traitants. Étonnant. Mais c'est exactement la figure de Uber et de Deliveroo, etc. On dit, nous ne sommes pas vos patrons, nous rendons des services pour vous mettre en rapport avec la clientèle, nous ne sommes que des plateformes, mais pour le reste, organisez-vous entre vous, débrouillez-vous, mais on ne vous connaît pas comme salarié, en tout cas. Vous voyez. Donc il y avait là déjà, dans le modèle libéral, quelque chose qui allait par la suite se cristalliser et dans la grande dimension. Et puis naît alors l'idée d'une association plus directe au fonctionnement même de l'entreprise. Avec des expérimentations, je pense par exemple à Léon Armel, que je citais tout à l'heure, qui va créer une sorte de conseil d'usine qui est la préfiguration du comité d'entreprise. Étonnant. Et en associant des salariés qu'il choisit. Bon, à responsabilité limitée. Vous voyez, il est un peu fou par rapport aux autres, mais il ne se montre pas dangereux quand même pour sa boutique. Voilà. Donc l'idée pointe et dans des instances qui sont en train de se mettre en place, ça m'a beaucoup frappé, ça dans les années 80, on crée le Conseil supérieur du travail, où se retrouvent des représentants du monde patronal, du monde syndical, des représentants du monde du travail, et puis des représentants de l'État. Donc c'est une instance tripartite, et donc de l'Office du travail, etc., la Société d'études législatives, bref, tout un ensemble de forums comme ça qui se mettent en place, et qui tous disent il est temps de penser à associer les travailleurs à la gestion et de leur donner au moins un peu la parole. Bon, c'est des idées, c'est des projets, une sorte d'utopie qui se dessine et qui ne trouvera sa réalisation que plus tard. Le seul point de cristallisation un peu sérieux dans cette période, et qui va manifester l'entrée en jeu sur un mode central des syndicats, c'est la reconnaissance des accords collectifs de travail. Accords collectifs de travail, ce qu'on nomme aujourd'hui tout simplement les conventions collectives. Les conventions collectives. Et ce qui suppose donc une intervention des syndicats
du côté salarié comme du côté patronal. C'est une forme de reconnaissance tout à fait importante de la capacité syndicale. Alors la reconnaissance plénière va venir, ça va, je suis encore dans les temps, là, vous me dites, je bavarde, mais je peux abuser de la parole aussi. Et la troisième période, je la vois à partir du Front populaire. Le Front populaire, qui est l'un des grands moments de libération de la parole, de libération spontanée, pourrait-on dire, avec les occupations d'usines, etc. Je vous renvoie au texte très beau de Simone Veil, vous savez, la philosophe, qui travaille en usine à ce moment-là, qui est enthousiasmée par ce qui se passe, et qui dit, enfin en substance, c'est à peu près ces termes, joie, vraiment un peu comme Pascal dans son mémorial, joie, partout je rencontre de la joie, une joie intense, immense, etc. Des travailleurs qui ont le sentiment d'entrer dans une nouvelle étape de leur citoyenneté, de leur histoire de citoyens. Et alors tout ça va se traduire par une cristallisation des capacités de parole autour d'une institution très modeste au départ, très modeste, mais qui, du point de vue symbolique, est extrêmement puissante. Je veux parler des délégués du personnel. Puisque pour la première fois, on reconnaît la capacité à la communauté de travail d'une entreprise, la capacité à désigner ses propres représentants. C'est une révolution tout à fait importante, même si les attributions des délégués du personnel sont assez modestes et que ça s'inscrit tout à fait dans un plan intelligent de bonne gestion de l'entreprise. Bien sûr, il s'agit d'éviter que des petits conflits ne s'enveniment, etc. Donc il faut faire venir au jour le plus vite possible tous les malaises dans l'entreprise par la voie et le canal des délégués du personnel. Alors tout ça va être repris, amplifié après-guerre, conformément au programme du Conseil national de la résistance, avec évidemment 45, 46, le comité d'entreprise qui alors associe véritablement les salariés au fonctionnement économique de l'entreprise. Alors je ne dis pas que ça fonctionne de façon parfaite, tant s'en faut, mais le principe est posé que les salariés ont vocation par leurs représentants à contrôler le fonctionnement économique de l'entreprise, à donner leur avis, et l'employeur se doit de les tenir informés de ses projets et de ses choix. Voilà, donc tout ça c'est tout à fait important et ça va culminer en 1968, comme dit Michel de Certeau, le grand jésuite, philosophe, qui a fait un très beau livre sur la libération de la parole. Michel de Certeau dira mai 68, ça a été une explosion, littéralement, de parole. Explosion, je ne sais pas si vous en avez souvenir, moi le souvenir que j'en ai, c'est d'un moment, j'étais étudiant en première année à Rennes, c'est d'un moment effectivement de libération de la parole et d'échanges extrêmement intenses avec tous. On a senti à ce moment-là qu'il y avait comme un besoin pour une société de se retrouver comme tel et de partager les idées, les projets, etc. Me revois encore dans le jardin du Tabor à Rennes, on allait de chaise en chaise voir les gens qui étaient là assis et tout le monde accueillait très bien, qu'est-ce qui se passe, on expliquait, etc. ce qu'on souhaitait et c'était une atmosphère extrêmement sympathique. Et 68, eh bien, serait le moment attendu de la reconnaissance de la parole syndicale, non plus cette fois en dehors de l'entreprise, ce qui était le cas jusqu'alors, mais dans l'entreprise elle-même. Donc, vous voyez, là, on peut dire que la parole de l'espace public glisse insensiblement
vers l'espace privé d'entreprise qui perd à ce moment-là son côté obsidional, de fermeture, et qui devient un espace de mieux en mieux intégré à l'état de droit général. L'entreprise doit être aussi un lieu de citoyenneté à part entière. Voilà, et c'est le message que fait passer le rapport Auroux en septembre 1981. Citoyens, les salariés qui le sont dans l'espace public doivent le devenir à part entière dans l'espace d'entreprise. Voilà, excusez-moi, au pas de course ensemble, cette évolution de la parole, du statut de la parole ouvrière, et qui est de moins en moins aujourd'hui une parole ouvrière, qui est aujourd'hui une parole salariée, pour la raison bien simple que les ouvriers, vous savez, représentent l'industrie, et encore, l'industrie, c'est des techniciens, dans la grande majorité des cas, assez peu d'ouvriers au sens des OS d'autrefois, représentent à peu près 15 à 20% de la population salariée. C'est donc une fraction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Je conclurai là-dessus, monsieur Bernard, ça va? Que s'est-il passé? Quels sont les facteurs qui peuvent influer sur l'évolution, en somme, du statut de parole? Le grand changement, incontestablement, c'est l'élévation générale du niveau de compétence, niveau d'instruction. 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. Alors on dit, bon, le bac, il faut voir ce que c'est, etc. C'est plus ce que c'était. Et on n'a pas tort. Bon. Il n'empêche que, globalement, le niveau, si le niveau s'est peut-être abaissé au niveau du bac, le niveau général, quand même, s'est élevé. Et on ne peut plus aujourd'hui, évidemment, traiter les salariés comme on le faisait il y a 50 ans, avant un siècle. Bon, ils ont une capacité, une conscience de citoyenneté qui est sans égale, enfin, sous certains aspects en tout cas. Bon. Et donc, ça c'est un point tout à fait important. Et l'autre point, alors pour suivre mon idée du salarié reconnu d'abord comme corps, puis insensiblement comme être de parole, la grande nouveauté de ces 20 dernières années tient au fait que le salarié est désormais reconnu dans toutes ses harmoniques, dans toutes ses dimensions, à la fois physique, quand c'est nécessaire, mais de moins en moins, intellectuelle, créative, initiative, pourrait-on dire, responsabilité, bref. Aujourd'hui, le salarié est appelé à s'impliquer dans sa tâche de manière presque totale. Je veux dire, dans toutes ses dimensions. C'est un progrès. C'est un progrès. On passe, en somme, je m'excuse d'utiliser l'expression que j'aime pas trop, mais quand même c'est la plus parlante, d'une sorte d'hémiplégie de la citoyenneté pendant longtemps, on passe à quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance à peu près complète de ce statut. Et ça a changé précisément. On peut dater à la fin des années 80, début des années 90, lorsque, dans le droit du travail, on a abandonné l'appellation hygiène et sécurité, qui est toujours en cours, mais pour la dépasser dans un concept nouveau qui ouvre un champ absolument inédit, qui est le concept de santé au travail. Santé au travail. C'est la directive cadre de 1989, la directive européenne, impulsée très largement d'ailleurs par Martine Aubry aussi, qui introduit ce concept de santé, ce qui veut dire santé physique, oui,
mais aussi santé morale, mentale, psychomorale, psychomentale, tout ce qu'on voudra. Bref, le salarié est désormais reconnu. C'est un pas important, je dirais, vers ce qu'on appelait, vous savez, après-guerre, en particulier, le père de la sociologie du travail française, Georges Friedman, ce qu'il appelait l'humanisation. L'humanisation contre la machine. Le salarié menacé par la machine, absorbé littéralement par la machine. C'est le constat qu'avait fait Marx aussi en son temps. Eh bien, il dit non, il faut en sortir, faire en sorte que le salarié redevienne en somme le maître de la machine. À certains égards, nous y sommes aujourd'hui, un peu mieux. Mais ça se paie. Ça se paie. Parce que si le salarié est impliqué dans son travail totalement, comme personne, il est aussi exposé totalement, comme personne, au risque du métier. Des risques qui sont des risques de la relation, simplement, etc. D'où cette explosion qui coïncide exactement avec l'émergence de la notion de santé au travail, cette explosion d'affection qui se rapporte à la santé mentale, morale, le stress, le harcèlement moral, avec le livre de Marie-France Irigoyen, qui va fonctionner comme un révélateur inouï. Il me dit, mais tout le monde va dire, mais c'est ça, nous sommes là-dedans, nous sommes harcelés, etc. Non, physiquement, on ne nous fait pas de mal, mais mentalement, on nous juge jusqu'à la corde, etc. On nous crée dans des situations impossibles, burn-out, etc. Et j'en passe, le bore-out aussi, les maladies d'ennui au travail. Bref, on s'aperçoit par conséquent que cette implication plus parfaite, plus complète du travailleur dans l'activité peut se payer d'un coût exorbitant. Et l'une des questions qu'on doit se poser aujourd'hui, et qui est posée, mais jusqu'où doit-on s'impliquer dans son travail? Le travail n'est pas tout. Il n'est pas toute la vie. Et par conséquent, il faut reconnaître aux salariés un vrai droit au dégagement vis-à-vis du travail, tout simplement. Ce qui n'existe pas encore, un vrai droit au repos. Le droit au repos n'existe pas. Bien sûr qu'on a créé des vacances, des repos, etc., des congés, bien sûr, mais le droit au repos n'existe pas, sinon, enfin, il commence à venir. Avec la loi El Khomri, il est passé, il y a des accords qui sont signés, qui garantissent aux salariés qu'à partir de 19h, 20h, 1h précise, eh bien, il n'y aura plus de mails adressés, plus de coups de fil sur leur portable. C'est fini, vous rentrez chez vous, on vous fout la paix, passez-moi l'expression. Je ne dis pas que ça fonctionne comme ça, partout, mais voilà. Mais aujourd'hui, on en est là. Et c'est l'un des développements futurs parmi les plus intéressants, les plus importants. Faire en sorte que... Parce que ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'au fond, les murs de l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont tombés. L'entreprise, elle est partout et nulle part. Un peu comme disait Pascal, partout nulle part, son centre est partout, les circonférences nulle part. Et la conséquence de tout ça, c'est que le salarié, dans l'entreprise, a vu sa condition s'améliorer. Les problématiques de l'extérieur sont passées dedans. Et on imagine aujourd'hui, moi, du temps où j'étais inspecteur du travail, je ne voyais pas ça, mais des salariés qui ont leur portable chez eux, ils ont donc, mais leur vie privée chez eux. Il y a 30 ans, le salarié qui aurait voulu passer un coup de fil, il fallait que ce fût une cause majeure, etc., blessure, infamie, que sais-je, mais jamais on n'aurait admis qu'on téléphonât. Et c'est passé. Aujourd'hui, ça fait l'objet de tolérance. La conséquence, après tout, si ce qui est dehors entre dedans, il n'y a pas de raison que ce qui est dedans ne passe pas par le mouvement inverse dehors.
et ce qui est dedans, qui passe dehors, c'est une part de l'activité qui dégouline, en somme, excusez-moi, de la trivialité de la comparaison, comme un camembert bien fait, eh bien il part un peu partout. Et la vie du travail, du travailleur s'en trouve, à certains égards, colonisée et parfois gravement parasitée. Donc, on aspire aujourd'hui à rétablir en ça, à minima, une frontière un peu nette entre le travail et le non-travail. Voilà, c'est la conséquence de ce qu'on peut tenir même pour un progrès. Alors, on va arrêter là. Oui, mais je conclurai quand même, si vous permettez juste 2 minutes, pour attirer votre attention sur ce que je tiens pour l'une des plus grandes incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur le droit du travail, même s'il n'y a pas encore véritablement péril en demeure, mais la grande incertitude concerne le statut de salarié. On voit que le statut de salarié est entré un peu comme le statut d'entreprise dont je parlais, le statut qui ressemble de plus en plus à un ectoplasme ou à une méduse qui se déforme un peu dans tous les sens. Le statut du salarié a permis de sa netteté. Et en particulier, dans bien des cas aujourd'hui, on peut s'interroger sur les formes franches de la subordination. On peut s'interroger, se demander si après tout, le salarié qui est toute la semaine dehors, en relation avec la clientèle, etc., est-ce qu'il est encore salarié ou est-ce qu'il n'est pas devenu finalement une sorte d'indépendant avec qui on pourrait continuer à travailler, mais sur un autre mode que le droit du travail. Ça pourrait être le droit commercial, on pourrait en faire un sous-traitant. Vous voyez ? Et ça, c'est aujourd'hui un problème qui est en train de prendre consistance, de se profiler, et qui pourrait à terme, je crois, remettre en cause les fondamentaux ensemble du droit du travail. Et derrière tout ça, bien sûr, se profile le phénomène Amazon, le phénomène Uber, etc., Deliveroo, et tous les autres qui fonctionnent sur le mode du droit commercial, là où régnait jusqu'alors le droit du travail. Je vous raconterai tout à l'heure, si vous le souhaitez, comment, dans les années 80, j'avais découvert avec stupeur l'ampleur de ce phénomène déjà. Voilà. Bon, chers amis, excusez-moi, c'était un peu décousu, mais bon, si j'ai pu attirer l'attention sur ce fil, ce que je tiens pour le fil rouge du droit du travail, je n'aurais pas perdu mon temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que, personnellement, entre autres choses, j'ai beaucoup apprécié la fresque historique, évidemment résumée, que vous nous avez brossée de 2 siècles d'évolution des travailleurs à partir du moment où ils quittaient leur campagne, en gros, et d'avoir ajouté bien, les ouvertures et les incertitudes qui sont maintenant devant nous. Bon, mais je ne veux pas monopoliser la parole, j'ai fait part simplement, moi, de mes échos. Je suis sûr qu'il y a, parmi les jeunes ou les moins jeunes, des expériences ou des questions à rapporter ou sur le passé ou sur l'avenir. Qui veut prendre la parole ? Je pense, alors je vais lancer moi la parole. On connaît tous autour de nous des chômeurs, on connaît tous des gens qui enchaînent les CDD de CDD en période de chômage, en CDD, bref, ce qu'on appelle la précarité. On connaît tous aussi des gens, enfin, le travail, il ne suffit pas toujours de traverser la rue, comme disait le président. Bon, avant, on travaillait pour vivre, pour manger. Maintenant, on peut aussi vivre sans travailler. Donc, c'est aussi la place du travail à tout point de vue. Et je pense que tout ça, ça va évoquer pour vous des questions. Bonsoir, M. Leboeuf. Vous avez évoqué tout à l'heure le harcèlement au niveau de l'entreprise. Et je voudrais citer comme exemple l'entreprise Orange. Pendant quelques années, il y a eu une situation dramatique où une trentaine de salariés ont mis fin à leur jour. Cela signifie que le dialogue n'a pas fonctionné entre les salariés et la direction. Il y a une explication, là, M. Leboeuf ? Oui, oui.
Orange stressé. C'est le titre d'un ouvrage intéressant d'un nommé Duroy. Oui, oui. Ah ben tout à fait. Alors, vous citez Orange et France Télécom, etc. Bon, c'est un peu la même histoire. Hein, bon. Comment? C'est la même. France Télécom et Orange, c'est pareil. Comment? Bah oui, c'est pareil, oui, bien sûr. Et donc, là, c'est une situation qui se retrouve de plus en plus, illustrant cette pression qui s'exerce aujourd'hui, en effet, sur les salariés. Alors, d'abord, je vous disais, ils sont impliqués personnellement et donc exposés beaucoup plus existentiellement. On ne peut plus faire, pourrait-on dire, le départ entre moi, salarié, et moi, simple citoyen. Vous savez, lorsqu'on arrivait autrefois à l'usine, on enlevait la tenue de fil pour revêtir le bleu, ou la blouse, selon. C'était un changement symboliquement très fort. On changeait d'identité, d'une certaine façon. On passait de l'identité publique à une identité sociale un peu particulière. Donc, ça, c'est ce qui expose. Et puis l'autre facteur, c'est bien sûr l'intensification assez considérable du travail. On a assisté, par le fait de facteurs convergents du type mondialisation, etc., à une augmentation de la productivité dans des proportions telles que la France se situe très bien. On est meilleur en productivité dans le travail que l'Allemagne. On ne le dit pas assez, on cite toujours l'Allemagne, mais nous sommes meilleurs en France. Mais ça finit par se payer. Lorsqu'on passe 35 heures, 40 heures dans l'entreprise, avec une intensité extrêmement soutenue et plus soutenue que le passé, le risque de rupture et, je dirais, d'exposition aux ordres, etc., se trouve considérablement renforcé. Et je dois reconnaître qu'après avoir été très partisan des 35 heures, je vois aujourd'hui que les 35 heures ont eu leur rôle dans la détérioration de la situation, il faut bien le dire. Puisque finalement, la part du travail a diminué dans l'existence, en poids, la durée, la durée a diminué, mais le travail lui-même, non seulement n'a pas diminué, mais il s'est mis à rayonner, à irradier beaucoup plus que par le passé, par le fait de cette détérioration dont je parlais. Eh bien, il fallait... Et alors, l'une des causes, certainement, mais il fallait peut-être en passer par là, je ne sais pas, mais l'une des causes, ça a été le maintien de la rémunération à 39 pour 35. Là, les entreprises n'avaient pas le choix. Il fallait, évidemment, densifier, et en particulier supprimer tous les blancs dans l'activité. Hein. Il y avait pas mal de relâchements, ça et là, des temps de pause, etc., qui ont été sortis tout simplement du temps de travail effectif. Et ça a eu des conséquences que vous citiez, que vous signalez. Sans compter, alors bon, l'espèce de soumission aujourd'hui des entreprises, des grandes entreprises en particulier, à la loi du capitalisme financier. Avec les licenciements boursiers et tout le reste, c'est ces gens-là qui disent il faut que ça marche, les amis, il faut que ça marche, et nous en prendrons à toute force tous les moyens, fussent-ils les plus cruels. Et oui, on a vu le résultat. Il y a monsieur un micro, et puis après il passera. Ah, mais je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Oui, bonjour François. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Le Goff. J'aurais voulu savoir, vous avez une réflexion sur l'histoire du monde du travail, là, dans la longue perspective. Oui. Et j'aurais aimé savoir comment vous preniez en compte la dimension française, la dimension de la culture française dans toute cette histoire. Oui. Si je pose la question, je vais faire allusion à la différence, par exemple, de productivité entre la France et l'Allemagne. Par exemple, en Allemagne, on n'a pas eu de loi Le Chatelier et on a gardé les corporations, et ce sont les corporations qui sont devenues les IG Metall d'aujourd'hui.
dans une espèce de continuité harmonieuse, enfin en tout cas plus harmonieuse. Oui. On n'a pas eu ces grands coups qui sont appelés 1689, la Commune, etc. Donc des moments d'éruption très fortes, et également entre-temps des moments de silence dans lesquels finalement la parole ne s'exerçait pas. Alors que, il me semble que d'autres cultures, face au même problème, ont su gérer une continuité plus harmonieuse, plus consensuelle. Et je me référerai là vous connaissez évidemment l'article de Cahuc et Algan sur la société de défiance, Oui. et dans lequel il montre que la France se caractérise par un manque de confiance entre nous, qui est, donc il le mesure, responsable, disent-ils, de plusieurs dizaines de pourcentages du chômage actuel. Alors je voulais savoir comment vous jugiez cette analyse de l'effet de la culture française et du caractère français sur tout ce qu'on s'est dit, et comment vous imaginez que peut-être, en se fréquentant plus avec les Allemands, les Hollandais, les Suédois, etc., on peut faire mieux. Oui, vaste question, puisque ça implique toute notre culture, notre schéma culturel en effet. Vous parlez de société de défiance, de méfiance, etc. Ça rejoint la thématique également de Pierre Rosanvallon. Quand il parle de contre-démocratie, c'est à peu près la même chose. La grande différence entre la France et la plupart des pays anglo-saxons, scandinaves, etc., la grande différence tient à ce que ces pays ont une société qui s'est constituée et qui a pris corps de façon dense en dehors de l'État. En dehors de l'État, c'est des sociétés qui ont une histoire. On peut dire que l'État procède de la société. Alors que chez nous, l'histoire est presque inverse. On peut dire que c'est l'État qui a fait la société française. Et elle n'en a jamais guéri. Elle s'en est jamais remise. Et ce qui crée chez nous un rapport très ambigu dans le rapport à l'État. À la fois, on demande à l'État maman d'intervenir pour nous aider, et puis on conteste l'État papa quand il exerce son autorité. Donc il y a des relations oedipiennes, etc., un peu compliquées dans notre rapport à l'État. Mais ça explique assez largement que nous n'ayons pas chez nous une qualité de vie sociale, une prise en main véritablement de la vie sociale à l'égal de ce qui se passe en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, il n'y a pas de doute, ou dans les pays scandinaves, bien entendu. Les syndicats sont en permanence dans une sorte de porte-à-faux entre l'engagement, même si les choses ont évolué assez favorablement quand même, l'engagement dans une véritable politique contractuelle, négociation collective, sérieuse, concession, bargaining, comme disent les Anglais, on donne et on en laisse, etc., et on en prend. Bref, une vraie négociation. Ça, il a fallu du temps pour qu'on commence à nous y mettre en France. La convention collective devait être, pendant longtemps, tout bénéfice pour les salariés. Et quand on a commencé à causer de contrepartie, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Flexibilité, dites-vous, insupportable, etc. Donc ça supposait, vous voyez, un imaginaire assez nettement différent de celui des pays anglo-saxons. Alors, il y a derrière tout ça aussi des choses, je pense au travail de Philippe Diribarne et à la logique de l'honneur. En France, il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on n'accepte pas, parce qu'on a une conception de l'honneur dans le travail qui ne permet pas. Et ça ne facilite pas les relations, ça bien sûr, ça ne facilite pas les échanges, alors que dans les pays anglo-saxons, la relation de travail est conçue sur un mode essentiellement contractuel. On passe un contrat et on l'exécute. Je suis d'accord pour aller travailler les chiens de madame le soir. C'est pas gratifiant pour mon honneur, mais après tout, c'est un job. Je suis payé pour ça, je le fais. Alors qu'en France, on dirait, non, quand même, pour regarder le rapport, la perception qu'on a eue de ce qu'on a appelé autrefois les petits boulots. Les petits boulots, c'était, non, pas ça, pas nous. Vous voyez. Donc,
que tout ça, ce sont des facteurs qui remontent à très loin dans notre histoire, qui ne sont pas vraiment favorables. Alors, le grand paradoxe étant que nous sommes le pays au monde où la négociation collective produit le plus de fruits. 97% des salariés sont couverts par une négociation collective. En tête, très largement, 97%. Alors on pourrait discuter, il y a convention et convention, bien entendu. La convention de la chimie et la convention de l'habillement, bon, c'est pas tout à fait le même niveau. Bon. N'empêche, alors étonnant, comment se fait-il que dans ce pays où on a une telle couverture conventionnelle, on ait des syndicats parmi les plus faibles de tout l'OCDE et pratiquement du monde, avec aujourd'hui pratiquement 4 à 5% de syndiqués dans le privé. Il y en a un paradoxe apparemment insurmontable. La faute, l'explication, elle tient à l'intervention tutélaire et parasitaire de l'État. Mais oui, alors comment? Lorsqu'on négocie une convention collective, on se met d'accord, syndicat employeur, syndicat salarié, on se met d'accord. Si on appliquait la logique contractuelle, la convention collective profiterait à ceux qui sont membres des syndicats qui ont signé l'accord. Vous voulez la convention collective? Eh bien, écoutez, passez au guichet du syndicat, payez votre cotise et vous aurez la convention. En France, non, c'est pas ça. Tout le monde en profite. Grâce à l'intervention de l'État qui, dans la procédure mise au point en 1936, en juin 1936, la procédure dite de l'extension des conventions collectives. Et cette procédure revient, pour prendre une image un peu triviale, mais vous voyez ces papiers de polypropylène qu'on met sur les aliments dans le frigo, on prend, si on prend le champ d'application d'une convention récemment signée, ça représente un tout petit bout de propylène, peut-être 15% des entreprises concernées. 15%. Comment passer de 15 à 100%? Toutes les entreprises du secteur de l'habillement devront appliquer la convention. Comment passer? Eh bien, l'État vient, prend les bords du polypropylène, tire de toutes parts pour occuper tout l'espace jusqu'à 100%. Et alors, le salarié, qu'il soit syndiqué ou non, il a la convention. C'est ce qu'on appelle, en termes de sociologie, la stratégie du passager clandestin, du freerider. Voilà, que je prenne ou non mon ticket, j'arrive à bon port. Moi, je laisse les autres travailler pour moi. Je ne vais quand même pas me fatiguer pour des clous, puisqu'ils font bien le travail, laissons les faire. Alors, le grand paradoxe, quand même, quand on y réfléchit, c'est que les mêmes réclament peut-être de la démocratie directe. Alors qu'ils se sont complètement défaussés sur la démocratie représentative dans l'entreprise, par les syndicats. Et il y en a donc un paradoxe. Enfin, autant de raisons qui font qu'en France, nous sommes quand même aujourd'hui encore très dépendants. Et puisqu'on est dans une église, je dirais qu'en matière de négociation collective, nous avons la pratique, mais sans la foi. Enfin, sans suffisamment de foi, on voit bien que c'est encore assez fragile, même si les esprits se sont débridés, y compris du côté de la CGT qui est entrée un peu mieux dans le jeu, mais qui, on voit tout de suite, dès qu'il y a des tensions, etc., le vieil imaginaire conflictuel, mais c'est pas simplement le conflit, mais le vieil imaginaire belliqueux, en termes, on en parlait tout à l'heure avec Bernard, de lutte des classes, etc., refait surface, ressurgit comme ça. Il y a une vision un tant soit peu manichéenne, contre laquelle je me suis un peu élevé dans un édito d'Ouest France il y a à peu près 5-6 mois.
le manichéisme, c'est vraiment un peu dans les gènes des Français, quoi. Les gènes des Français qui voient ce monde très entier dans les couleurs du blanc ou du noir, quand la réalité est malheureusement souvent trivialement un peu grise. Disons qu'elle évolue dans un camailleux du gris foncé jusqu'au gris clair. C'est ça, la triste réalité, mais celle qui nous permet de nous entendre en démocratie par miracle. Oui, je vous ai écouté. C'est très bien d'avoir refait l'historique, mais vous parliez après de préserver les gens au début du XXe siècle, enfin fin du XIXe, mais en même temps, on voit que le patronat, il met en place d'autres stratégies, vous disiez, de soumission. Moi, j'ai ma grand-mère, alors on prenait des fois au nom de la morale, c'est-à-dire des gens qui pouvaient être un peu fragiles, on les encadrait fermement. Moi, je vois ma grand-mère, parce que moi, je suis de la région lyonnaise, je suis descendante des Canuts. Ah oui. Et ma grand-mère était mise en couvent-usine, parce qu'elle venait de perdre sa mère. On l'a placée dans un couvent-usine. Donc elle était strictement encadrée, puis quand elle est ressortie, elle était bossue, parce qu'elle travaillait sur les métiers à tisser. Et puis après, on voit aussi, par exemple, vous parliez de la loi Auroux. Moi, après, j'habitais Ploufragan, donc j'ai toujours vécu, je suis née entre deux chemins aussi, dans la région lyonnaise. Après, j'habitais Ploufragan, près de Saint-Brieuc. Eh bien, quand il y a eu les lois Auroux, les usines, je prends Chafoutot, je prends le joint français, pas le joint français, parce que là c'est autre chose, Sambre-et-Meuse, on a décalé toutes les horaires des gens. Avant, les gens ils rentraient en masse, ils sortaient en masse, et après, on a décalé, et les gens ne se parlaient plus. Oui, maintenant, mais excusez-moi. Merci pour ce témoignage. Ah oui. Alors, sur le point histoire, effectivement, je cite dans mon bouquin les couvoirs, les couvents soyeux de Jujurieux. C'était ça, Jujurieux. Voilà. Absolument. Les enfants travaillaient de 5 heures du matin, 5-6 heures. Absolument. Ils vivaient en internat. Et alors, ce que vous dites là, mais bien sûr, j'étais extrêmement sommaire dans mon propos. Je ne suis pas naïf au point de ne pas percevoir cette réalité que j'ai bien vue quand j'étais inspecteur du travail d'assez près. Ce que vous citez là comme raison de perturbation et d'aliénation, pourrait-on dire, c'est l'individualisation. Effectivement, on peut rétrospectivement considérer que le point de départ de cette affaire, de cette déstabilisation individualisante du monde du travail remonte à 1974. C'est donc Valéry Giscard d'Estaing qui vient de prendre place à l'Élysée, et un texte va introduire comme ça, mais avec débat quand même assez vif, l'individualisation des horaires. Et les syndicats à l'époque disent, mais attendez, individualiser les horaires, ça veut dire que vous foutez en l'air, passez-moi l'expression, vous foutez en l'air tout notre travail. Comment voulez-vous qu'on ait des contacts avec les salariés si, au lieu d'avoir une entrée à 8 heures, par exemple, le matin, avec tous les salariés, on les touche tous, ça va s'étaler sur 2 heures, entre 7 heures et 9 heures. On ne pourra jamais faire notre travail d'information comme on le faisait. Et ils ont eu l'intuition qu'il s'agissait là d'un début de déstabilisation, et je crois qu'ils ne se sont pas trompés. Et le patronat a surfé là-dessus. C'est-à-dire qu'il a vu dans l'individualisation, dans la personnalisation des relations, un facteur très favorable à la productivité, c'est-à-dire une activation de la rivalité, de la concurrence, de la performance entre les salariés pour leur faire donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à l'usure totale. Ça s'est trouvé assez largement et souvent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que
tout un courant du management, en tout cas, se réveille dans les entreprises pour considérer, de manière aussi intéressée, mais que la coopération est aussi absolument nécessaire au travail et qu'on n'y parviendra pas avec des stratégies aussi individualisantes, diviseuses, divisionnistes, que je convoquera, que les stratégies que je citais tout à l'heure, d'activation de la concurrence entre les salariés. Ça détériore complètement une atmosphère et ça finit par être contre-productif. Il n'y a pas de doute. Alors la coopération se redécouvre aujourd'hui, me semble-t-il. Oui. Je reviens dans votre sens sur cette histoire de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On parle de l'individualisation des horaires, c'est-à-dire des horaires variables. Oui. Moi, j'ai connu ça à Lannion, les pensions s'est étendu au CNET ensuite. Oui. Et c'est vrai que la majorité des syndicats étaient hostiles à ça parce que ça cassait le lien avec le syndicat. Donc les salariés étaient favorables. C'est comme il y a eu le même débat quand il y a eu le mi-temps. Quand on a instauré le mi-temps, le temps partiel, qui était aussi une manière de dégager du temps personnel, mais avec aussi l'effet pervers que parfois il fallait faire le même travail quand on revenait. C'était surtout pour les femmes qui pouvaient en bénéficier, pour les enfants, etc. Donc c'est-à-dire que dans la vie, rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir, c'est ce que vous avez dit. Il y a toujours des effets pervers à des avantages. Oui. Et bon, il y en a qui savent en utiliser plus que d'autres ces effets pervers. Oui. Alors, moi je suis syndicaliste, mais Oui. et j'ai connu en effet ce que vous avez dit. On l'a souvent discuté entre nous, je pense qu'il y a d'autres syndicalistes ici qui l'ont vécu. Oui. Quand un syndicat signe un accord dans une entreprise pour les augmentations de salaire, tout le monde en bénéficie. Oui. C'est-à-dire que ça donne pas envie de se syndiquer finalement. Parce que il y a un syndicat donne sa signature, tout le monde bénéficie de l'avantage. Absolument. Mais ça montre aussi un manque de responsabilité des gens. Parce que c'est toujours facile de dire c'est la faute du voisin, c'est la faute de l'autre. Oui. Mais c'est aussi à chacun de prendre ses responsabilités. Je vous donne, on a parlé des gilets jaunes un peu, c'est pas une critique des gilets jaunes. Oui. L'autre jour au marché à Lannion, là, il y avait deux dames qui distribuaient des tracts pour les gilets jaunes. Donc ils m'en donnent un, je passais par là, ils m'en donnent un, je le lis, je leur demande mais qu'est-ce que vous demandez exactement? Parce que j'ai toujours du mal à saisir qu'est-ce qu'ils voulaient exactement. Et ils me disent, regardez le tract, regardez le verso, je regarde le verso. En effet, le verso, il y avait toute une série de propositions. Très bien, je dis, ah bah oui, là, je vois avec les propositions. Bon, alors, comme je suis un peu obsédé par le syndicat, n'est-ce pas? Je regarde un peu ce qu'il fait et je vois amélioration des conditions de travail, amélioration du coût du travail, enfin, un très bon truc. Et je leur pose la question à ces deux dames, est-ce que vous êtes syndiqués? Elles me répondent, ben non, bien sûr. Du coup, je leur ai rendu le tract. Alors, moi, je reviendrai aussi sur ce que vous avez dit, l'aliénation qui existait dans les années dans l'industrialisation quand ça a commencé, et que finalement, vous dites, et je suis assez d'accord, qu'il y a une nouvelle aliénation actuellement. Et cette aliénation vient aussi beaucoup, malheureusement, des nouveaux moyens de communication. Le fameux iPhone, smartphone et tout ce qu'on veut, c'est quelque chose de terrible quelque part et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir les effets. Dans une association de retraités, avec d'autres, nous faisons des simulations d'entretien de projet. À l'UT, à l'ENSAT, enfin dans les écoles. Moi, je suis quand même. Alors, il y a le jeune qui vient là, nous sommes deux devant lui. Alors, on pose des questions, un peu, on simule un entretien, on voit comment il réagit. Bon, comme je suis toujours un peu vicieux là-dessus, je lui demande, mais au fait, si le patron vous dit, moi je vous embauche à condition que vous preniez le smartphone et puis que je vous êtes disponible, est-ce que vous êtes d'accord d'être disponible 7 jours sur 7, 8 jours? 90% me répondent oui. Ça montre quand même la façon du jeune. Bon, il cherche un emploi, il sait bien que pour avoir un emploi, il faut passer par des méthodes pas faciles. Et ça montre quand même une certaine acceptation d'une certaine situation.
Et c'est ça qui est grave, à mon avis, parce que ce jeune va rentrer dans l'entreprise, il va être disponible, il n'aura plus de vie familiale, parce que ça va casser, hein. Ce qui explique beaucoup de divorces actuellement, il faut dire les choses. Il n'aura plus de vie culturelle non plus, parce qu'il va être en permanence. Et l'effet pervers des 35 heures, c'est celui-là. Moi, nous avons milité pour les 35 heures, parce que ça a créé l'emploi. Dans les premiers contrats, il y avait l'obligation de créer l'emploi. Après, ce n'était plus nécessaire. Et donc, du coup, je crois que c'est une certaine aliénation quand même dans les esprits et qui fait qu'on aura du mal à s'en sortir de ce côté-là. Surtout que les finances ont pris le pas sur vraiment l'industrialisation. Tout à fait. Oui, non, mais merci de ce témoignage très riche. Moi, ça m'est arrivé assez souvent lorsque je voyais des salariés venir me voir pour exprimer des doléances, de leur demander, mais écoutez, en avez-vous parlé à votre délégué du personnel? Ah, moi je ne sais pas s'il y a un délégué du... écoutez, je disais, avant de venir me voir, il fallait quand même vous informer. Alors je vous invite à retourner dans votre entreprise et à en parler au délégué du personnel qui éventuellement viendra m'en parler. C'est curieux, alors que nous ne parlons pas évidemment du syndicat, l'engagement syndical, ce n'est même pas la peine de poser la question, dans 95% des cas, c'est non. Bon, mais ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on fait un peu de pédagogie avec les salariés, ils sont assez faciles à convaincre de l'utilité d'adhérer au syndicat. Surtout, évidemment, quand la situation devient un peu chaude, un peu critique. Alors là, je dis, écoutez, vous voyez, il va falloir créer peut-être un minimum de rapport de force avec votre employeur. Le syndicat pourra y contribuer à sa façon déterminante. Et oui, je sais bien, c'est assez compliqué, c'est paradoxe. Alors, ce que j'ai un peu de mal aussi à admettre tout de même, c'est ce discours de la non-syndicalisation au motif des risques que cela comporte. Je trouve qu'on tire un peu trop la couverture à soi, vraiment. Qu'il y ait des risques dans certaines entreprises, soit, mais ce n'est pas la majorité des entreprises, et plus, je leur dis, et plus vous allez courber les chines, et plus il y a des chances que vous soyez purement et simplement laminé. Ça, vous mettez la tête sur le billot, ne vous étonnez pas. Donc, il y a un défaut de conscience, de conscience collective, tout simplement. Et c'est vrai que là, l'individualisme, dans le mauvais sens, parce qu'il y a un bon individualisme quand même qu'il faut défendre, Mordicus, c'est une acquisition quand même de notre bonne révolution française, mais le mauvais individualisme, ça fait des ravages dans le monde du travail, et on assiste à une pulvérisation de ce monde du travail. Il n'y a pas d'autre qui va se recomposer peut-être, mais sur des bases nouvelles, mais il faut aussi que les syndicats, ils le font d'ailleurs, surtout la CFDT, ils travaillent sérieusement. Comment concevoir le collectif, le social, dans le respect, l'intégration des composantes individuelles. Vous voyez, comment concevoir, comme disait le sociologue Georges Kervitch, à qui j'ai consacré un petit livre, comment concevoir un social transpersonnel. C'est-à-dire que ce ne soit plus le social des masses, de fusion, où les individus étaient enrégimentés, ils étaient militants. Militant, c'est la même racine que militaire, on donnait des ordres et en avant, et bon, ça marche plus ça aujourd'hui. Comment donc réussir à tenir la synthèse entre l'aspiration à l'autonomie, à la reconnaissance de créativité et l'intégration collective? C'est la question que se posent les syndicats, c'est la question que se posent les entreprises. Et j'aime assez d'ailleurs l'image qui a été avancée par Patrick Flichy dans un bouquin sur le travail à l'heure du numérique, qui dit, au fond, on pourrait imaginer les collectifs d'entreprises, et comme on les voit d'ailleurs à l'heure dans pas mal de start-up équivalents, on pourrait les concevoir, y compris les syndicats d'ailleurs, sur le mode d'un orchestre de jazz.
Dans l'orchestre de jazz, il y a bien sûr une unité finale, mais une unité qui comporte des moments de concurrence entre les musiciens. Vous savez, quand le saxophone s'en va et puis improvise un air, etc., c'est un peu contre l'orchestre qui doit suivre et récupérer, et il y a une sorte de provocation dans ça qui joue. Eh bien, ça donne un résultat excellent, ça donne de la productivité, ça donne de la créativité. C'est ainsi peut-être qu'il faudrait concevoir le social dans l'entreprise et le social syndical. Mais plus facile à dire que réaliser. Oui, moi, j'ai été syndicaliste pendant toute ma carrière, et ce que j'ai constaté à partir des années 92-93, dans les grandes entreprises publiques, secteur nationalisé, ou les grosses entreprises de dimension nationale ou mondiale, on a vu une détérioration de l'ambiance au travail. Essentiellement, on vient déjà de l'aborder un petit peu avec le management par objectif individualisé, avec des entretiens individuels, plus une absence de transparence, parce que quand vous recevez, ça m'est arrivé moi, une petite enveloppe à votre nom, avec un petit chèque, 500 € par exemple, je suis content. Oui, mais le gars à côté de moi, il a combien? On ne sait pas. Il a 200, il a 1000. On ne sait pas. Donc, des rivalités. Voilà. Ensuite, j'ai constaté que des lois qui étaient bonnes, auxquelles j'ai applaudi quand on les a faites, ont eu des effets nocifs. Par exemple, la lutte contre l'alcoolisme. On est tous d'accord. Par contre, le patron, au nom de cette lutte contre l'alcoolisme, on a supprimé le pot de fin d'année ou de début d'année, l'apéro que payait le patron une fois par an. Quand on avait un patron chrétien, il payait le pot le 22 ou le 23 décembre pour les fêtes de fin d'année, et pour Noël, si c'était un patron non-croyant, c'était le 2 ou le 3 janvier, c'était bonne année. Mais non, il n'était pas en retraite. Quand je suis parti en retraite, les gars de l'entreprise ne savaient même pas que je partais en retraite. Il n'y a plus de pot, il n'y a plus achat de fleurs pour la femme. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'occasion de se retrouver ensemble, ne serait-ce qu'un petit moment. Or que moi, honnêtement, pendant toute ma carrière, je n'ai jamais vu de débordement lié à l'alcool en présence du patron. J'ai jamais vu un agent suffisamment idiot pour vider une bouteille devant les grands chefs. Ça n'existe pas, ça. Oui, tout à fait. Non, mais vous illustrez là le phénomène de décomposition de la collectivité de travail et par la suppression de rituels qui étaient de haute portée symbolique, en effet. Mais remarquez que l'alcoolisme, là, c'est un problème, je dis en passant, dans l'entreprise comme ailleurs, et que la loi, ça remonte au XIXe siècle, qui interdisait même qui autorisait parmi les boissons le poiré, le cidre et le poiré. J'ai jamais bu des poirées, qui était une espèce de macération, donc de poire dans de l'eau sucrée, je pense. Voilà. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et on pourrait d'ailleurs multiplier quand on dit que la subordination aujourd'hui s'est estompée. Elle s'est estompée dans sa visibilité, mais elle ne l'a pas fait selon des modalités souvent très discrètes, invisibles pratiquement. Moi j'ai toujours été frappé, d'abord la contrainte que vous indiquiez tout à l'heure du management par objectif, évidemment. On
faites ce que vous voulez. Simplement, à la fin du mois, vous devez avoir tel objectif. Bon. Et si vous ne le faites pas, si vous ne l'atteignez pas, écoutez, c'est votre responsabilité, hein, vous savez. Bien qu'aujourd'hui, on a, chez beaucoup de salariés, ce sentiment, un sentiment d'échec. D'échec lorsqu'on ne réussit pas à bien faire le travail parce qu'il n'y a pas la possibilité, on va trop vite, ou bien lorsqu'on ne réussit pas à atteindre les objectifs parce que c'est comme ça, on dit « Ah ben c'est de ma faute, c'est de ma faute, je suis plus bon, je ne suis pas bon, etc. » Alors que ce sont effectivement souvent des objectifs qui sont déraisonnables, tout simplement. Donc il y a tout ça qui joue comme facteur indubitable de détérioration. J'allais dire quelque chose, mais je ne sais plus, mais ça me reviendra. Il faut peut-être dire... Non, oui, excusez-moi. Oui. Un exemple d'euphémisation en somme de la subordination, outre celui-là, c'est le contrôle exercé sur le travail sur clavier. Bon, vous avez des logiciels qui calculent la vitesse parcourue par la souris dans une journée. Le maître souris, comme on dit. Vous voyez, et on en tire la conclusion que la secrétaire ou l'intéressé travaille plutôt bien, plutôt pas assez, etc., selon la distance parcourue par la souris. Alors je ne sais pas comment ça se passe avec les claviers qui n'ont pas de souris, enfin bon. Non mais tout ça pour illustrer sur un mode pratiquement humoristique, cette instillation finalement de contrôle qui sont souvent inaperçus, insensibles, bien que l'employeur ait l'obligation d'en informer le salarié. Non, il y a encore certainement beaucoup de choses à dire. En particulier, vous avez évoqué le droit du commerce qui se substitue de plus en plus au droit du travail, les travailleurs déplacés en Europe, le fameux plombier polonais, etc. Mais vous savez aussi qu'une voiture est fabriquée, ou même nos vêtements aux quatre coins du monde, le coton en Égypte, la couture au Bangladesh, les boutons au Maroc et la commercialisation dans une grande chaîne. Bon, bref. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore évoquer, mais je crois que le temps va nous arrêter tout en nous donnant une petite prolongation possible. Nous avons remarqué l'an dernier que finalement la petite bolée de cidre à l'issue des réunions n'était pas déplaisante et qu'elle permet à certains de continuer des échanges. Alors nous allons vous y inviter. Auparavant, je voudrais reciter, et Jacques va vous le montrer, son livre qui est récemment paru. C'est un gros pavé, c'est pas quand même tout le monde qui va le lire, quoique on n'est pas forcé non plus de le lire de la première à la dernière page, et vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Vous nous le montrez? Oui, avant. D'ailleurs, enfin, on peut s'y mettre à plusieurs pour le lire. Et non, je voudrais vous rapporter quand même cette petite anecdote sur la manière dont j'ai découvert les prêts Uber, les prêts des gros, etc. C'était donc dans les années, début des années 80, précisément en 1982. Donc l'année des lois euro. Je suis inspecteur du travail et je passe à Banalec sur un chantier, devant un chantier. Je n'avais pas l'intention de m'y arrêter, mais je vois des salariés qui travaillent en hauteur, 7-8 mètres, sur les charpents, sans aucune protection. Et donc, je décide de m'arrêter et je leur demande de descendre prudemment et nous échangeons. Et dès qu'ils se présentent à moi, l'un d'eux sort une carte de sa poche en disant je suis artisan. À quoi je réponds écoutez, vous pouvez vous tuer à votre compte, ça ne me regarde pas en effet, mais très franchement, je trouve ça stupide. Est scandaleux que vous travailliez dans de telles conditions. Et puis finalement, il s'avise que, bon, effectivement, c'était un réflexe un peu bête, parce que là, évidemment, artisan, l'inspecteur du travail, plus rien, il n'y a plus de code du travail. Bon. Et il me dit, écoutez, pour en savoir plus, puisque ils étaient 2 ou 3 là, pour en savoir plus, je vais appeler notre chef d'équipe.
là se produit un court-circuit. Chef d'équipe d'artisans. Vous voyez, c'était une nouvelle tribu que je découvrais, là, franchement. Et j'ai demandé à en savoir un peu plus, justement, avec le chef d'équipe qui est venu. Et j'ai découvert que 50 d'entre eux appartenaient précédemment à la même entreprise de 200 salariés du Morbihan. Et ils étaient passés artisans sur invitation amicale et pressante de leur employeur qui leur a dit « Bon, écoute, je ne crois pas que ça serait plus intéressant pour toi de devenir artisan, etc. Tu prends ta carte à la Chambre des métiers, et puis, eh bien, on continuera à travailler ensemble, ne t'inquiète pas. C'est moi qui te donnerai les chantiers, et puis je donnerai un coup de main pour la livraison du matériel, et puis le contrôle, je le ferai aussi, si tu veux, enfin, si ça t'arrange. » Bref, ils sont passés, et puis il a rajouté, mais aussi, si vous n'êtes pas d'accord, ce sera la porte. C'est clair. Et donc, ils sont passés dans ce statut nouveau, qui pour eux était un peu le pays de cocagne. Et se sont aperçus très vite qu'ils s'étaient fait gruger, tout simplement. Et ils se sont réveillés. Je me souviens d'une épouse me téléphonant en me disant « Bah oui, inspecteur, on voit maintenant à quel point ils ont été roulés dans la farine. Eh bien, que faire? Bon. Eh bien, là, j'ai mis un PV. Et le PV est venu donc devant le tribunal correctionnel. Et le jour de l'audience, où j'étais cité comme témoin, je les vois débarquer, tous les quatre, avec leur ex-employeur. Et ils arrivent d'un pas très décidé et expliquent au tribunal que l'inspecteur n'a vraiment rien compris à ce qui s'est passé, que c'est très librement et presque dans l'enthousiasme qu'ils sont devenus artisans. Et qu'en conséquent, il n'y a pas matière à fouetter un chat, rien. Évidemment, toute ma construction s'effondre parce que je prouvais dans un rapport qui précédait mon PV, je prouvais qu'on avait affaire effectivement à des salariés déguisés en artisans. L'artisan, le statut d'indépendant n'étant qu'un habillage escamotant la vraie réalité. Par conséquent, relax. Bien. Ce qui est moins bien, c'est que ce que j'avais annoncé dans un article que j'ai donné au Monde à l'époque, que j'avais intitulé Les salariés artisans, je ne sais plus quoi, enfin en tout cas les salariés artisans, j'avais annoncé pour finir qu'avec un système comme celui-là, on allait sûrement à des accidents tragiques. Logique. 3 mois après, on me téléphone au Concarneau, commissariat de police, pour me dire pouvez-vous venir, et il y a un accident mortel qui vient de se produire au point de paix de Concarneau. J'arrive. Qui était-ce? L'un des anciens salariés de la même entreprise. Eh bien là, je n'ai eu aucune difficulté cette fois-là à faire parler la veuve qui a lâché l'affaire et le PV est allé à son terme. D'autres collègues dans d'autres départements ont mis également des PV qui sont allés à leur terme et l'affaire s'est terminée devant la Cour de cassation, chambre criminelle, en fin 85 et la Cour a approuvé, les juges du fond, comme on dit sur les cours d'appel, d'avoir requalifié le statut des intéressés en statut de salariés qui n'avaient jamais cessé d'être. Mais vous voyez bien que c'est tout à fait la situation d'Uber, des gens qui formellement, par le vêtement, sont des indépendants, mais qui, par le corps seul du contrat et de la pratique du travail, sont manifestement des salariés qu'il faut reconnaître. Voilà. Alors, je voulais simplement rendre hommage à quelqu'un, puisqu'on parle de libération de la parole. Oui. Donc, 15 jours, c'est le festival du chant de marin à Paimpol, et je voulais rendre hommage au Pérignon,
qui a libéré la parole des enfants qui étaient à 8 ans à Terre-Neuve, qui 80% de ces enfants-là revenaient avec des maladies vénériennes. Et c'est le père Yvon qui a tout débloqué. Et je voulais juste lui rendre hommage. Ah oui, merci. Vous le faites très bien. Merci. Merci. Et c'est dans 15 jours, dites-vous. Et ça doit être autour du Début août. D'accord. Merci. Merci à tous. Et si vous voulez, on peut continuer le tour de la journée. Il n'y a pas de pouvoir rire aussi. Merci Jacques Le Goff.